Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau point presse du ministère des Armées. En raison du calendrier électoral, nous débuterons directement ce point presse par la présentation des actualités du ministère. Nous passerons ensuite au focus thématique de cette semaine en lien avec le salon Eurosatori dédié aux dernières innovations technologiques du secteur terrestre et aéroterrestre. Le focus thématique sera dans ce cadre consacré au Fardier, le véhicule de transport tout-terrain dédié aux troupes aéroportées et aux forces spéciales que vous avez peut-être pu apercevoir en arrivant. Le colonel Hervé de Barbeyrac-Saint-Maurice, officier de programme au sein de la section technique de l'armée de terre, et Luc Guillemot, manager de projet à la direction générale de l'armement, présenteront ce véhicule Fardier de sa conception à sa mise en œuvre opérationnelle. Un véhicule Fardier ainsi qu'un mortier donc de 120 mm sont actuellement exposés à l'extérieur de ce bâtiment et je vous invite donc à aller les découvrir à l'issue de ce point presse. Enfin, le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées, nous fera un point sur les opérations militaires françaises. Donc je démarre le point sur les actualités avec le rapport de la mission d'enquête sur les violences sexuelles et sexistes. Ce mardi 11 juin, le médecin général des armées Sylvie Pérez, le général d'armée Bruno Jokers et l'ingénieur général de classe exceptionnelle de l'armement Monique Legrand-Laroche ont remis le rapport sur les violences sexuelles et sexistes au sein des armées au ministre des Armées et à la secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire. Ils formulent dans ce rapport 50 recommandations qui forment un programme global, complet et coordonnée de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Une nouvelle instruction déclinera prochainement de manière opérationnelle les recommandations du rapport autour de 4 grands axes: accompagner la victime, sanctionner, garantir la transparence et prévenir. Elle viendra compléter l'instruction du 26 mars dernier qui produit déjà des effets avec 14 suspensions en 2 mois alors qu'il n'y en avait aucune en 2023. 29 signalements au procureur au titre de l'article 40 contre 43 en 2023. Enfin, une mission complémentaire dont les conclusions seront rendues en septembre dressera le bilan du plan d'excellence comportementale des lycées de la Défense, écoles et grandes écoles du ministère de 2018. Avec ce nouveau programme, le ministère des Armées se dote donc d'un véritable outil évolutif de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Et vous trouverez le rapport ainsi qu'une synthèse sur le site internet du ministère. Je poursuis les actualités avec 2 expositions organisées par le service historique de la Défense. À l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de cet été, le service historique de la Défense propose une exposition « Une armée de champions, le sport sous les drapeaux » qui se tiendra au château de Vincennes à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 octobre. L'exposition retrace 2 siècles d'activités physiques et sportives pratiquées par les militaires. Et j'en profite pour vous informer qu'à ce jour, nous avons 53 sportifs du ministère des Armées qui ont été sélectionnés pour les Jeux olympiques et paralympiques. Autre exposition à Brest, à l'occasion du 60e anniversaire de la première mission du porte-hélicoptère Jeanne d'Arc, une exposition intitulée « La Jeanne, fille de Brest ». 1964-2010 aura lieu du 15 juin au 22 septembre à la médiathèque François Mitterrand, Les Capucins. L'exposition éclaire les liens tissés entre ce navire emblématique de la Marine nationale et la ville de Brest, lieu de construction et de port d'attache. À travers une importante sélection de documents et d'objets, vous pourrez découvrir la vie du porte-hélicoptère et la diversité des missions qu'il a assumées. Durant ses 46 années de service, le navire a parcouru plus de 3 millions de kilomètres, réalisé 45 missions autour du monde et formé 6400 officiers. Je poursuis avec la Marine nationale et le séminaire Action de l'État en mer, organisé par le secrétaire général de la mer avec le soutien de la préfecture maritime de l'Atlantique. Ce séminaire s'est tenu à Paris les 10 et 11 juin et se poursuit à Brest depuis hier et jusqu'au 14 juin. Il rassemble 14 autorités maritimes issus de 7 pays riverains du golfe de Guinée, donc le Bénin, le Congo, Gabon, Guinée, Côte d'Ivoire, Sénégal et Togo.
Ce séminaire contribue à renforcer les partenariats et le partage d'expériences entre les marines riveraines du golfe de Guinée et de la Marine nationale. Et la Marine nationale française est reconnue depuis plus de 30 ans comme un partenaire majeur du développement de la sécurité maritime dans la zone. Les marins de ces pays coopèrent étroitement en matière de lutte contre la pollution, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, les trafics de drogue et les risques cyber, ainsi que la protection des enjeux économiques maritimes. En renforçant les capacités des marines riveraines, la France contribue au développement de l'architecture de Yaoundé permettant d'assurer la sécurité maritime régionale. Je passe maintenant avec une actualité de l'armée de terre. Le 19 juin aura lieu la cérémonie pour la création officielle du commandement du combat futur dans la cour d'honneur des Invalides à Paris, en présence du général d'armée Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre. Pour rappel, le commandement du combat futur est le référent en matière d'innovation dans toutes ses dimensions. Il conduit ainsi les opérations d'armement et l'innovation technico-opérationnelle. Ce nouvel organisme constitue une des composantes de l'armée de terre de combat. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher du Serpater. Du côté de l'armée de l'air et de l'espace, le 17 juin prochain, se tiendront les premiers préparatifs du défilé aérien du 14 juillet sur le site de Ballard, ainsi qu'à l'héliport Valéry-André de Paris, ici les Moulineaux. En raison de la modification du traditionnel axe du défilé qui se fera exceptionnellement cette année sur l'avenue Foch, cette reconnaissance a une importance toute particulière. Et les équipages des avions et hélicoptères qui défileront le 14 juillet assisteront à une présentation qui leur permettra d'appréhender cette mission hors norme. Ils effectueront ensuite un vol de reconnaissance des axes du défilé aérien à bord d'hélicoptères. Enfin, je termine ce point sur les actualités avec deux annonces en lien avec le focus de ce jour. Le ministère des Armées sera présent lors du salon Eurosatory qui se tiendra du 17 au 21 juin au Parc des Expositions de Paris-Nord-Villepinte. Organisé tous les 2 ans, ce salon réunit les professionnels de la défense et de la sécurité du monde entier. Et cet événement est devenu un rendez-vous incontournable. Il permet de présenter les derniers projets d'armement du secteur de la défense terrestre et aéroterrestre, ainsi que les innovations technologiques en cours ou à venir. La dégradation du contexte géostratégique confirme la nécessité pour la France de disposer d'un potentiel militaire puissant et capable de tenir dans la durée. Et c'est pourquoi, lors de l'édition 2022 du Salon Eurosatory, le président de la République a initié l'entrée dans une économie de guerre, une économie, je vous le rappelle, dans laquelle il faut produire plus vite, à la demande, sur court préavis et dans un modèle soutenable pour l'État. Pour cette nouvelle édition, à partir du 17 juin prochain, je vous invite à découvrir le stand du ministère des Armées où sera présenté l'ensemble des capacités aéroterrestres renouvelées. Des projets innovants ayant reçu le soutien de l'AID, l'Agence Innovation Défense, seront également exposés sur le salon. Ces capacités sont élaborées conjointement par la Direction générale de l'armement, l'Agence de l'innovation de défense, l'État-major des armées et l'armée de terre. Lors du salon Eurosatory, le lundi 17 juin, le pôle innovation Gaïa officialisera le lancement d'un projet d'étude destiné à l'utilisation d'un radar nouvelle génération. Ce radar a pour objectif de créer une bulle de surveillance discrète et mobile du champ de bataille autour des véhicules tactiques de l'armée de terre. Cette innovation sera issue d'une coopération entre l'armée de terre, Thales et Centrale Supélec. Pour officialiser ce projet, un accord tripartite de recherche sur le stand du J4 sera signé par Paul-Henri Cournède, directeur de la recherche de Centrale Supélec, Éric Hubert, vice-président Surface Radar de Thales, et le général de division Alain Lardet, sous-chef plan et programme de l'état-major des armées. Avant de passer au focus thématique, y a-t-il des questions en salle ou en audio en lien avec les actualités ? Alors je passe maintenant au focus thématique consacré cette semaine au Fardier. Ce véhicule militaire de transport tout-terrain est le fruit d'une collaboration étroite entre la Direction générale de l'armement et l'armée de terre. Sa livraison est prévue par la loi de programmation militaire 2019-2025. Il est compact, robuste et déployable rapidement. Le Fardier aujourd'hui, comme le Scorpion hier,
témoigne de la parfaite coopération menée entre la DGA et les armées afin de répondre aux besoins opérationnels des forces. Élément clé de notre souveraineté, notre industrie de défense est également garante de notre autonomie stratégique et les différents programmes d'armement permettent de concrétiser nos ambitions stratégiques, d'une part maintenir et consolider la supériorité technologique opérationnelle de nos armées et d'autre part adapter nos moyens de conception, d'innovation, de développement, de production et de maintenance de nos équipements. Pour vous en dire plus, je vais laisser la parole au colonel Hervé de Barbeyrac-Saint-Maurice et à Luc Guillemot. C'est à vous. Merci Madame la Directrice. Donc, je suis le lieutenant-colonel de Barbeyrac, qui est officier de programme Fardier à la section technique de l'armée de terre. Et donc je suis le manager de programme Luc Guillemot, donc à la DGA. Et nous allons vous présenter le Fardier à l'occasion de ce point presse. Planche suivante, s'il vous plaît. Donc, comme tous les programmes, ce programme Fardier naît d'un besoin. Les troupes aéroportées, avec leur équipement félin, équipement et liaison intégrés, doivent disposer d'une mobilité tactique importante, mais aussi d'une autonomie initiale au cours des premiers jours d'engagement. Le besoin militaire du Fardier provient donc de la nécessité de doter les unités parachutistes et les forces spéciales d'un vecteur de transport aérolargable. Ce vecteur accompagne ainsi le combattant et l'allège dans ses différentes missions et sur des zones parfois dépourvues de chemins carrossables. Donc le Fardier est un petit véhicule léger, ouvert, très maniable, mobile, qui succède à l'A3F et historiquement donc, au Fardier Lor. Donc c'est un tout-terrain rustique, robuste et fiable. Il doit être dépourvu de puces électroniques. Son gabarit doit permettre une grande maniabilité et la capacité de passer là où les gros véhicules en fait, sont obligés de contourner. Donc équipé de sa remorque, c'est bien un ensemble, Fardier, remorque, Fardier attelage, on verra un martier de 120. Il permet, après une mise à terre par aérolargage, aérotransport, héliportage ou hélitreuillage, en premier échelon, d'assurer les missions d'allègement du combattant pour des charges de 500 kg. Il offre également une capacité d'évacuation rapide d'un blessé vers le lieu de prise en charge et assure l'autodéfense des zones de déploiement. Il est prévu pour tracter le mortier de 120, c'est même une de ses fonctionnalités importantes et plus majeures. La configuration ouverte du Fardier permet à l'équipage d'embarquer et de débarquer du véhicule de façon immédiate et de charger, décharger du fret sans opération préalable. Son gabarit léger et sa rusticité en font un matériel simple, très simple d'utilisation et également de maintenance pour l'utilisateur et facilement déployable. Le Fardier est destiné aux forces de la brigade parachutiste et aux forces spéciales. Planche suivante, s'il vous plaît. Donc, à ce stade, le besoin est donc exprimé et validé. Et en l'absence de produits disponibles sur le marché, il revient donc à la section technique de l'armée de terre et à la direction générale de l'armement de conduire ce programme d'armement. Il s'agit de construire une solution sur mesure pour les forces. Le Fardier fera donc partie du programme à effet majeur véhicule des forces spéciales en complément des VLFS, véhicules légers forces spéciales, et PLFS, poids lourds des forces spéciales. À la suite d'une mise en concurrence, le marché Fardier a été attribué fin 2017 à la société UNAC. Donc c'est une petite PME qui est située à Vergès dans le Gard, entre Nîmes et Montpellier. Donc UNAC a développé sa solution en répondant aux exigences exprimées donc, par l'équipe de programme. Le prototype a fait l'objet d'un programme d'essai complet, donc sur route, hors route, dans la 3e dimension. Donc mené par la DGA et la STAT avec la participation des forces spéciales et de la 11e brigade parachutiste. Ces essais sont pour nous déterminants puisqu'ils nous permettent de mesurer et de vérifier la satisfaction du besoin. Et à ce propos, on a une petite anecdote au cours de ce programme commun d'essai et d'évaluation. Parmi les exigences, il y avait la rusticité et la robustesse du véhicule. Et il se trouve que lors d'un essai d'aérolargage,
L'un des parachutes sur les 3 ne s'est pas ouvert, et donc le véhicule est descendu à une vitesse de 12 mètres secondes au lieu des 6 mètres secondes prévus, soit 40 km/h. Arrivé au sol, le fardier était en état de marche opérationnel, ce qui nous a permis de valider cette exigence de robustesse. Donc, le fardier a été validé par la DGA pour les aspects techniques en 2022. Donc, vous voyez à l'écran la description sommaire du véhicule et de sa remorque, donc produite également par UNAC. Donc, on peut identifier les dimensions qui sont très réduites, notamment en longueur. Alors, cette longueur a été une contrainte dictée par la dimension de la palette de largage, en fait. Ça n'a pas été choisi par hasard. Et donc, ce qui fait que, voilà, 2,50 m de large, de long, pardon, 1,50 m de large. Et voilà, donc un véhicule très petit. Donc, comme tous les programmes, celui-ci a nécessité des aménagements suite aux essais. Donc, on a identifié lors des essais des faiblesses, voilà, ou des choses à faire évoluer. Et donc là, c'est là où l'industriel rentre en jeu. Et sa souplesse et sa réactivité donc, permet au programme d'avancer et de prendre en compte les nouveaux besoins exprimés alors par les forces. Donc UNAC, pour nous, est un industriel fiable et une force de proposition. Donc, le marché prévoit également l'étude, le développement, la livraison du système de soutien, donc, qui permet le maintien en conditions opérationnelles du fardier et de sa remorque. Le soutien comprend tous les éléments qui sont nécessaires pour la maintenance, les approvisionnements de pièces de rechange, les outillages, la documentation, les stocks de pièces et les formations. Les planches suivantes, s'il vous plaît. Les utilisateurs du fardier sont systématiquement formés à l'utilisation et à la maintenance du véhicule, donc avant son utilisation. Son maintien en conditions opérationnelles est conçu pour être le plus simple possible, très rudimentaire. Donc, le programme fardier est actuellement en phase de livraison et d'appropriation par les forces. Donc, à ce jour, 73 véhicules ont été livrés aux forces, principalement aux unités de la 11e brigade parachutiste. Et au sein de cette brigade parachutiste, c'est le 35e régiment d'artillerie parachutiste, 35e RAP, qui en est pourvu majoritairement, puisque c'est lui qui dispose des pièces de mortier de 120 en majorité. Outre-mer, on a également le 2e régiment parachutiste d'infanterie de marine, 2e RPIMA à La Réunion, qui a été pourvu en fardier, et très récemment, le RIMAP-NC, donc le régiment d'infanterie de marine du Pacifique en Nouvelle-Calédonie. S'agissant de l'emploi dans les forces, la mise en œuvre et la conduite du fardier donc, nécessitent une formation d'1 semaine axée sur la compacité du véhicule et ses différences avec un véhicule tout-terrain classique comme le VT4 ou le Mastec. Son emploi est adapté selon les unités de la brigade parachutiste et ça peut être différent également pour les forces spéciales. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que le concept reste celui d'une mule allégeant le combattant lorsque celui-ci intervient dans la profondeur après une mise en place souvent par voie aérienne. La capacité de tracter un mortier de 120 est un vrai plus, puisque ça confère aux troupes au sol une capacité d'appui-feu intéressante. Et le fardier a déjà été engagé sur différents exercices, notamment l'exercice Manticore en septembre 2022, qui est un exercice qui rassemble des troupes qui ont vocation à mener des actions dans la profondeur du champ de bataille. Donc là, en l'occurrence, la 11e brigade parachutiste, la 4e brigade d'aérocombat et des forces spéciales, avec des mises en place par aérolargage sur cet exercice. Et puis, plus récemment, Orion, de février à mai 2023, qui avait pour but d'entraîner une opération de grande envergure et à longue durée face à un ennemi symétrique. Donc les premiers retours sont très positifs. Le fardier satisfait aux besoins exprimés, notamment en termes d'exigence de mobilité et des capacités de franchissement. Et donc il est simple, rustique, facile d'utilisation. Sa capacité d'emport est accrue donc par sa remorque, qui permet d'emporter 400 kg, avec des filets qui permettent d'optimiser l'emport. Et alors, comme tout programme, celui-ci vit, même lorsque les premières livraisons ont été effectuées, et des améliorations opérationnelles sont actuellement étudiées, comme la capacité à accueillir un 2e poste de radiotransmission,
qui est un besoin formulé par les unités après les premiers déploiements, les premiers exercices. Et vous pourrez voir d'ailleurs sur le fardier exposé que cet aménagement est déjà en cours. Donc l'étroite collaboration entre la section technique de l'armée de terre, la direction générale de l'armement, la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, on peut ajouter aussi le COS, donc a permis de répondre dans un délai court aux demandes des opérationnels en délivrant une capacité, un véhicule employable qui s'insère dans l'environnement des forces. Voilà, nous vous proposons de répondre à quelques questions s'il y en a. Oui, bonjour. Christophe Villon pour le magazine Défense Expert. Trois petites questions pratiques. Première question, est-ce que le nom Fardier, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce qu'il veut dire concrètement, cet acronyme, le coût du programme, et est-ce qu'il y a un équipement équivalent au niveau européen ou peut-être américain, entre autres? Merci. Je peux peut-être répondre sur le nom du... Et puis après, je te laisse la parole. Pour le fardier, donc en fait, le nom a été choisi parce qu'on avait l'historique fardier LOR que vous avez vu sur l'une des premières planches et qui équipait les brigades parachutistes. Voilà, mais ça ne correspond à rien d'autre. C'est vraiment pour rappeler ce matériel qui était très apprécié des parachutistes. Alors le coût du programme, c'est une 60aine de millions d'euros. Bonjour, Benoît Sarrat de BFM TV. Juste une question. Est-ce que le fardier a été essayé sur le flanc Est, notamment dans les exercices type Spring Storm? Et comment résiste-t-il dans les situations marécageuses? Merci. Alors, il n'a pas été essayé sur le flanc Est. On sait en revanche qu'il dispose d'une excellente capacité de franchissement. C'est un de ses atouts majeurs. Et donc, dans des zones marécageuses, c'est quelque chose qui... ça répondrait aux besoins. Il a d'ailleurs été envisagé pour la Guyane ou ce type d'environnement. Nous allons passer maintenant au point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Pierre Gaudière, porte-parole de l'état-major des armées. Merci Madame la Directrice, bonjour. C'est parti sur le flanc Est de l'Alliance, où les armées françaises poursuivent leur engagement au sein de la défense collective sur le flanc de Est de l'Europe, de la Baltique à la Méditerranée. Et tandis que le patrouilleur de haute mer, le PHM commandant Blaison, a conclu son déploiement en mer Baltique, les soldats de l'opération Lynx se sont entraînés à la mise en œuvre de missiles anti-chars de dernière génération. Et plus au sud, du 3 au 14 juin, le commandement OTAN Aircom, donc pour les opérations aériennes, a organisé l'exercice Ramstein Legacy 24, Rallye 24, en Bulgarie et en Roumanie. C'est un exercice majeur, un exercice aérien majeur de l'Alliance, et il se concentre sur le volet défense aérienne et défense antimissile, donc IAMD, Integrated Air Missile Defense. Organisé tous les 2 ans, il vise à approfondir l'interopérabilité technique, tactique et opérationnelle dans le domaine de la défense aérienne dans un environnement qui est proche du réel. Une vingtaine de pays alliés y participent. Et après une phase de préparation du 3 au 9 juin, s'est conduit la phase d'exécution du 10 au 12. Et lors de cette séquence, des avions de chasse alliés, mais aussi des AWACS, ont été engagés lors de scénarios fictifs. Et par ailleurs, le 14 juin, s'est tenue une séquence de mise en œuvre de défense solaire de différents systèmes, SAMOC, Patriot, SHORAD et Mamba. En Atlantique Nord, on vous avait annoncé le début de l'exercice Baltops. Le 7 juin, en appareillant de Brest, la frégate multimission Auvergne est passée sous le contrôle opérationnel de l'OTAN pour précisément cet exercice. Elle patrouille actuellement en direction de la mer Baltique, où commence l'exercice Baltop 24, qui est mené du 7 au 20 juin. Et c'est la 53e édition de cet exercice, à dominante maritime, bien entendu, et qui implique 19 nations membres de l'OTAN, dont notamment l'Estonie, la Finlande, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, la Suède, la Norvège et les États-Unis, et bien sûr la France. Cet exercice comporte notamment des phases amphibies,
des phases d'entraînement à la défense aérienne encore, mais aussi contre la guerre des mines. Et à ce titre, le porte-hélicoptère amphibie Mistral et le bâtiment de plongeurs Styx participent à cet exercice majeur, ainsi que des hélicoptères de l'aviation légère de l'armée de terre embarqués à bord du PHA. En Méditerranée orientale, le bâtiment de commandement et de ravitailleur Somme, actuellement navire amiral du Standing NATO Maritime Group 2, poursuit ses missions de patrouille et de surveillance. La Somme a ainsi mené des patrouilles opérationnelles conjointes avec la frégate de type Lafayette, déployée sur place depuis le 28 avril. Après avoir conduit plusieurs activités opérationnelles avec l'escorte du groupe aéronaval italien déployé en Méditerranée, le BCR Somme et la FLF ont poursuivi des entraînements conjoints avant de reprendre leurs missions respectives. Ce qui nous permet d'aller en mer Rouge. En mer Rouge, une frégate française poursuit sa mission d'accompagnement de navires de commerce dans le cadre de sa contribution à l'opération de l'Union européenne Aspides. Et du 7 au 9 juin, cette frégate a intégré le groupe aéronaval italien articulé autour du porte-aéronef Cavour, participant à son escorte et attestant du haut niveau d'interopérabilité, cette fois-ci donc en opération, pas en exercice, unissant les forces navales italiennes et françaises quelques semaines après la fin de l'exercice, l'activité opérationnelle bilatérale Mare Aperto dont nous avions parlé entre les deux groupes aéronavals, donc français et italiens. Partenaires stratégiques solidaires, la France et l'Italie apportent et contribuent ensemble à la sécurité régionale. Du côté des forces françaises à Djibouti, du 19 au 30 mai 2024, les instructeurs du 5e RIAOM, le régiment interarmé d'outre-mer, et des officiers djiboutiens de l'Académie militaire interarmes, l'AMIA, ont mis en œuvre ensemble des savoir-faire fondamentaux du combattant. Pendant 2 semaines, un premier détachement d'instruction opérationnelle a formé les élèves officiers aux gestes de premier secours militaire. Et après avoir assimilé des connaissances théoriques, les stagiaires se sont entraînés en conditions réelles via des mises en situation tirées de retours d'expérience sur le terrain dans la région. Et cette formation a été suivie d'une seconde séquence consacrée à la lutte contre les engins explosifs improvisés. Au large de Gaza, la France a participé cette semaine aux côtés de ses partenaires à l'opération Amaltea qui a débuté depuis 15 jours. Vous savez que c'est une contribution maritime de la France qui vise à acheminer du fret humanitaire qui provient de différentes agences, des ONG et autres, depuis Chypre jusqu'au ponton à Gaza par l'intermédiaire donc de ce ponton flottant construit par l'armée américaine. Et à ce titre, le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain Loire, qui est déployé, je vous le disais, depuis le 17 mai, a effectué une 8e livraison de fret humanitaire et c'est près de 800 tonnes de fret qui ont transité via l'équipage et le bateau français au profit de la population civile de Gaza. Avec les forces armées irakiennes, les Rafales de la base aérienne projetée au Levant ont réalisé une mission d'entraînement, vous savez que ça s'appelle des Partner Nation Integration, et ce mardi 11 juin, les partenaires ont ainsi mené un scénario simulant l'opposition de 2 équipes constituées d'un pilote français et d'un contrôleur de défense aérienne irakien. Dans ce cadre, les équipages se sont exercés à des scénarios de défense aérienne et de combat RR. Ce qui illustre l'échange privilégié entre les forces françaises et les forces irakiennes par des exercices communs sur des procédures tactiques, dont la diffusion d'informations de niveau tactique entre des contrôleurs et des avions de chasse en l'occurrence. Et par ailleurs, les Rafales de la base aérienne projetée au Levant ont assuré la permanence aérienne de la coalition au-dessus de la zone d'opération. En Afrique et du côté du golfe de Guinée, à Abidjan, le patrouilleur de haute mer commandant Biro a conclu le 7 juin sa participation à la mise en condition opérationnelle du nouveau patrouilleur ivoirien Espérance. Durant les dernières semaines, le bâtiment français a contribué à la formation de marins ivoiriens, mais aussi des entraînements au tir, à la navigation, en passant par des exercices de visite réciproque. C'est une action qui s'inscrit dans le temps long, puisqu'elle vient compléter celle qui était menée par le PHM commandant Bouin, le prédécesseur, qui avait donc précédé le Biro dans la zone.
Et dans la même logique, les éléments français au Gabon ont mené des formations conjointes au profit de fusiliers marins congolais, des actions qui visent à, elles aussi, renforcer la capacité des marines de la région à lutter de manière coordonnée contre la piraterie, ce qui donne un parfait écho au séminaire organisé par le SGMER du côté de Brest. Enfin, après 3 mois de mission hydrographique en zone maritime atlantique orientale, le bâtiment hydrographique Borda a rejoint Brest ce vendredi 7, et le bâtiment aura parcouru plus de 10 000 nautiques et hydrographié plus de 50 km² de surface, au profit notamment du Gabon et du Cameroun. Pour la zone Indo-Pacifique, à commencer par les Fazoïs, le 2e RPIMA apporte son expertise au profit d'un bataillon de l'armée zambienne du 10 au 28 juin. Ce sont 2 semaines d'accompagnement pour les militaires français donc, vis-à-vis de leurs homologues zambiens dans leur préparation opérationnelle pour le prochain déploiement du bataillon zambien, le Zambat 10, en vue de leur déploiement au profit de missions de la paix de l'ONU. Les premières semaines de cette formation ont été délivrées par les Américains, les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien, clôturant cette phase de formation. Les militaires français ont ainsi perpétué la dynamique du partenariat militaire opérationnel entre la France et la Zambie. Dans le cadre de la mission Tandscorn, la FREM, la frégate multimission Bretagne, est désormais intégrée au Carrier Strike Group 9, donc au groupe aéronaval articulé autour du porte-avions Theodore Roosevelt, et qui est engagé dans un exercice qui s'appelle Valiant Shield en mer de Chine. Cette intégration nécessite un très important travail de préparation en amont, ce qui a permis à la FREM d'être intégrée notamment au réseau de commandement du CSG. Et le 6 juin, qui est une date symbolique pour l'amitié franco-américaine, avec moult commémorations évidemment en France, eh bien, un ravitaillement à la mer a eu lieu entre la frégate et l'USS Theodore Roosevelt, simultanément avec le porte-avions et aussi l'USNS Big Horn. Il faudrait que le CIRPA Marine m'aide sur les précisions sur ce double ravitaillement. La phase d'intégration s'est terminée le 7 juin par une séance d'évolution de groupe dans un scénario fictif de menace opérationnelle avec l'ensemble des escorteurs du groupe aéronaval, donc du CSG. Et la participation de la FREM Bretagne à Valiant Shield offre une occasion unique de renforcer l'interopérabilité, non seulement avec la flotte américaine du Pacifique, mais également avec les nations riveraines, dont le Japon, engagé ensemble pour un Indo-Pacifique stable, libre et ouvert. Du côté des forces armées en Polynésie française, on en avait parlé déjà la semaine dernière, du 27 mai au 8 juin 2024, s'est tenu un exercice organisé par les FAPF qui s'appelle Marara 2024, qui est basé sur un scénario de réponse à une catastrophe naturelle et un exercice de niveau international qui a réuni 13 nations partenaires du Pacifique que je vous propose de découvrir par un film et je le commenterai très rapidement dans la foulée. Et donc, sous le commandement de la France, cette force opérationnelle multinationale de près de 1000 militaires a intégré des capacités internationales en mettant l'accent sur la coopération interarmée et l'interopérabilité entre les forces.
Cette année aura été notamment marquée par l'implication de la marine japonaise qui a accueilli et coordonné le commandement des opérations maritimes à bord de son bâtiment de transport, le LST Kunisaki. En fait, c'est l'hydroglisseur que vous avez pu voir. Grâce à ces moyens de débarquement, le Kunisaki a permis de donner de l'ampleur à la dimension amphibie de cet exercice. Et vous voyez des véhicules, des camions qui en débarquent pour aller apporter de l'aide à une population éventuellement touchée par une catastrophe naturelle. Marara 2024 a permis d'illustrer pleinement l'engagement de la France pour la sécurité et la stabilité dans le Pacifique. Et en organisant cet exercice, la France démontre une capacité, par exemple, de nation cadre pour impulser une dynamique avec les interlocuteurs régionaux en faveur de la zone et de la protection des populations. Du côté des Amériques, du 27 mai au 3 juin, 45 militaires des forces armées en Guyane, en appui des forces de sécurité intérieure, ont mené l'opération Absinthe de lutte contre l'orpaillage illégal, et de multiples patrouilles de militaires et de gendarmes ont pu notamment saturer un bassin historiquement exploité par les garimpeiros avec une mission qui permet de détruire globalement des avoirs criminels estimés à 1,4 million d'euros. Le groupe Jeanne d'Arc, quant à lui, est arrivé du début juin à Carthagène des Indes, où des interactions entre le groupement tactique embarqué et les forces spéciales colombiennes ont été menées, notamment dans le domaine de la lutte contre le narcotrafic. Le Task Group a désormais quitté la Colombie et patrouille en mer des Caraïbes, où il a réalisé des exercices conjoints avec un patrouilleur colombien, mais également une frégate néerlandaise, avant de rejoindre la baie de Chesapeake, où un exercice de débarquement amphibie avec l'US Navy est planifié. Du côté, en tout cas en ce qui concerne les forces armées aux Antilles, du 30 mai au 4 juin, les forces armées ont mené un exercice qui s'appelle Caraïbes 24, un exercice annuel donc qui vise à préparer un engagement des forces armées aux Antilles pour faire face à une catastrophe naturelle. Et le scénario est basé sur le passage d'un cyclone dans l'arc antillais, une séquence qui a permis de réunir 400 participants, là encore internationaux, issus de Colombie, de Trinité et Tobago, afin de s'exercer au savoir-faire et la coopération dans le domaine de l'assistance aux populations. Je termine par la protection des cérémonies du D-Day en Normandie. Et dans le cadre donc, du 80e anniversaire du débarquement, les armées ont apporté leur contribution à la sécurisation des cérémonies en déployant un dispositif de protection dans les différents champs terrestres, aériens et maritimes, en complémentarité et en coordination avec les forces de sécurité intérieure, bien évidemment. C'est plus de 2000 militaires qui ont été engagés dans cette opération de sécurisation pour permettre aux commémorations de se dérouler en toute sécurité. Je termine ce rapide tour des opérations. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous et rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain, éventuellement sur le salon Eurosatori déjà, et sinon pour notre point presse qui aura lieu donc jeudi 20 juin. Très bonne journée.